Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous, en plus assez nombreux, ce qui est très agréable. Alors, je suis Estelle Auberix. En fait, je suis consultante essentiellement sur le cloud, sur l'IoT, avec une forte sensibilisation sur la sécurité. Et moi-même, donc Guillaume Mathieu, donc moi je suis directeur technique de Med6, avec plutôt un domaine d'activité qui touche la sécurité, les annuaires et tout ce qui est infrastructure Microsoft. Donc, alors, l'objectif de cette session, c'est d'être plus dans le mode fun, mais quand même d'apprendre des choses. Qui connaît la série Mr. Robot ? Ça va ? Ça va vous plaire alors la session, je pense. Ça va, les deux dernières saisons, vous n'étiez pas un peu plus déçus par rapport à la première, mais bon. Il y a moins de démos techniques d'attaque. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire très vite. C'est une série qui a été lancée depuis 2015. Elle a été créée en 2014, enfin a été commandée en 2014, lancée en 2015 par Sam Esmail. À l'origine, c'était un projet de film et comme ça a pris beaucoup plus d'ampleur, c'est devenu une série. Et en fait, Sam Esmail connaît déjà la fin de la série puisque c'était un film à l'origine. Donc c'est un petit peu la particularité de cette série. Donc il y a des protagonistes assez importants qui sont Elliot, le jeune cyberjusticier, drogué, complètement schizo, machin, etc. Mais ça, c'est bref, ce que vous ne voulez surtout pas devenir, hein, je précise. Mr. Robot, en fait, qui est supposé être le héros, mais finalement, c'est plus Elliot le héros. Donc, c'est un anarchiste qui crée F-Society. Et F-Society fonctionne avec Dark Army. Et en fait, ce sont des groupes de hackers qui essaient de combattre. Donc, leur objectif, en fait, c'est de rétablir l'équilibre de la société par la destruction des plus grosses infrastructures des banques et des sociétés, dont font partie E-Corp, qui est surnommé Evil Corp. Et E-Corp, en fait, détient 80% de AllSafe, qui est une société de sécurité. Donc, voilà, pour vous mettre un petit peu le schéma. Il y a une particularité dans cette série, c'est que tous les titres en fait sont écrits en LeetPeak. Donc, est-ce que vous connaissez déjà en fait ce langage, le LeetPeak ? Ouais, déjà il y a un petit peu moins. En fait, c'est un langage qui est sorti à la fin des années 80 et qui était essentiellement destiné à combattre. En fait, donc c'est fait en ASCII et c'était à l'origine destiné à éviter en fait le hacking sur les réseaux téléphoniques. Donc, mais par contre, on peut voir en 1979 que le groupe B-52s, pour les plus jeunes, ça va être un petit peu plus délicat de connaître, il y avait en fait un titre d'une chanson en fait qui est, si vous regardez par rapport au LeetPeak, 60-60 ça veut dire go-go. Et 80, en fait, on est sur un go-go boîte. Donc, l'intérêt du LeetPeak, moi, en fait, honnêtement, je l'utilise quasiment tous les jours parce qu'en fait, tous mes mots de passe sont créés en LeetPeak. C'est pour ceux qui n'ont pas trop d'idées au niveau des mots de passe, c'est une bonne source d'inspiration. C'est un langage à plusieurs niveaux. Et est-ce que, en fait, qui arrive à me dire quel est le mot qui est mis sous trois orthographes différentes en LeetPeak ? Exploit, parfait. Donc vous voyez qu'en fait, il y a trois orthographes entre guillemets différentes, ce qui fait que même si vous dites aux gens, comme je viens de le faire en public, que tous mes mots de passe sont en LeetPeak, je vous donne bien du courage pour arriver à les trouver en fait. On verra justement dans les démos après que c'est assez intéressant en fait de ne pas avoir des mots de passe du dictionnaire parce que c'est extrêmement facile à les casser. On verra que même si on ne récupère pas le mot de passe en clair avec les NTH, on peut faire d'autres choses. Ça serait les démos qu'on fera juste après. Mais justement, avec un alphabet spécifique, vous avez des moyens mnémotechniques pour retrouver, parce que finalement, même comme au tout début, on a mis nos prénoms en LeetPeak, les personnes qui ne sont pas connectées, en fait, même s'ils connaissent votre prénom, vont peut-être pas arriver à l'écrire dans la forme et sous le module de LeetPeak que vous aurez choisi. Alors, très rapidement, les hacks de Mr. Robot, c'est pour ça que je vous demandais pour les saisons 2 et 3, c'est qu'on voit qu'il y en a quand même de moins en moins. En fait, on part sur les saisons d'après un petit peu plus sur tout ce qui est psycho, etc. Donc, le premier, ça a été essentiellement du DDoS avec Rudy. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une attaque, ça signifie « Are you dead yet ?» C'est l'abréviation pour « Are you dead yet ?» Donc ça, c'est juste... Après, c'est du cell shock. Le FlexiSpy, en fait, c'est essentiellement un rootkit qui permet de prendre le contrôle sur les appareils mobiles.
Là, après, bon, il y a celui avec le Raspberry Pi où en fait il contrôle le système de la météo, enfin de la météo de la température. Et MultiBlue USB dongle, ça c'est celui quand en fait il prend le contrôle du clavier en fait chez les flics. Il laisse traîner sa clé USB. Et du coup, il prend le contrôle en fait. DeepSound, on fera, si vous connaissez en fait, ça c'est un logiciel qui est absolument génial. On a prévu une toute petite démo à la fin si on a le temps. DeepSound, en fait, c'est un logiciel qui vous permet de cacher n'importe quel fichier data dans un fichier musique, enfin audio. Ouais, c'est sympathique. Il y a aussi une attaque qui est tout à fait remarquable, celle de l'épisode 2, enfin de la saison 2, épisode 0, les ransomware. Tristement célèbre, alors un faux d'ailleurs, ransomware, puisque Petir n'en était pas vraiment un. Vous savez que chez un de mes clients, c'est 2000 machines, 500 serveurs et la sauvegarde, il s'est retrouvé cryptoloqué. Enfin, chiffré, si vous préférez. Donc ça, c'est vraiment terrible. Ça Quoi. fait mal, quoi. La sauvegarde, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas externalisé, ils laissaient ça en local sur un serveur Windows Storage. Et malheureusement, le serveur Windows Storage a lui aussi été victime de l'attaque. Voilà, toujours externaliser sauvegarde. On en reparlera plus tard. Et le freaking, pour juste info, ça, en fait, ça, c'est une des attaques qu'on faisait justement sur les lignes téléphoniques à l'époque et qui sont à l'origine du LeapIC, en fait. Cantena, si je me souviens bien, ce sont les attaques avec CAN-Bus pour prendre le contrôle des voitures. Oh, mais là, on n'aura pas le temps d'aborder CAN-Bus. Et en fait, on va surtout partir sur tout ce qui est, en fait, on a diffusé. On part sur le pen testing. Attaque de l'extérieur, puis attaque de l'intérieur. On verra ça justement, comment on va fonctionner. C'est le CAN-Bus. C'est avec CAN-Bus. Ouais, en fait, il prend le contrôle avec Bluetooth et après, en fait, avec CAN-Bus, il prend le contrôle après si tu regardes en SSH et c'est avec CAN-Bus. Mais là, déjà la dernière fois, je me suis plantée à cause du Wi-Fi d'ici, donc du coup, j'ai fait que des vidéos. Donc parce que je me suis dit pas deux fois la même chose. Et en fait, faire une démo sur CAN-Bus ici, c'était un peu compliqué, quoi. Mais c'est assez marrant. Moi, je l'ai testé. C'est pas bien, hein. Attention, on fait des trucs, hein. Vous passerez pas, vous gagnerez pas 20 000 $ si vous passez par la case prison, hein. Donc attention, warning là-dessus. C'est pas le Monopoly, hein. En fait, on vous fait, c'est pas que par obligation, hein. C'est vraiment, moi je fais beaucoup de pen testing, j'aime beaucoup, mais je considère que c'est du white hacking. Il faut avoir les autorisations, donc faites tous les tests sur vous, sur vos machines, il n'y a aucun souci, entraînez-vous là-dessus. Et voilà. Alors, pour être très concret, par exemple, moi, ma société actuelle qui s'appelle Medsys, on n'a pas encore les autorisations légales pour le faire. C'est très compliqué, c'est long, il y a des manières de le faire. Je vous donne un petit retour d'expérience. La première fois que j'ai fait un test d'intrusion, alors c'était le client qui me l'avait demandé, d'ailleurs, je n'avais pas encore le cadre légal. Je l'ai fait de la pire manière possible. Le client m'a juste dit tester mon serveur Citrix, je vérifiais parce que je lui avais dit que attention, il y avait un danger, son serveur Citrix n'était pas sécurisé. Ne croyez pas, il me dit tester. Il y avait son N+2, N+3 dans la même salle. En 5 minutes, son serveur Citrix à partir de Notepad, j'ai réussi à lancer l'aide. À partir de l'aide, j'ai lancé un CMD et malheur à lui, l'application tourne en admin local. C'était une application bancaire. En 20 minutes, j'avais accès au compte bancaire. N+2 à côté, N+3. Je me suis fait sortir. Donc, il y a des manières de le faire. Ça, c'est quand vous Il y a travaillez des pour manières, des grosses boîtes. et vous savez, le petit rictus jouissif quand on arrive à attaquer une machine. Bah, vous le cachez, vous réfrénez, vous faites attention. Non, mais je suis sérieux, c'est du vécu. Je me suis fait sortir et je me suis fait passer un savon par mon manager, avec qui je travaille encore aujourd'hui, certes. Mais non, c'était assez mémorable. Donc attention, et évidemment, on joue en local avec les VirtualBox, on ne s'amuse pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle Autosploit. Autosploit, c'est un vrai drame. C'est un mélange de deux outils qu'on va vous présenter. Donc Metasploit. Et le deuxième, j'ai un trou de mémoire, c'est l'outil. On a Kali Linux. Voilà, mais c'est. On en parle juste après. C'est l'outil qui permet justement Shodan. Voilà. C'est Shodan API. C'est un mélange des deux. Et en fait, c'est juste donner à des enfants de 12 ans la possibilité de détruire des machines en masse sur Internet. Autosploit, ça s'appelle. C'est dramatique. L'IoT va beaucoup souffrir avec cet outil.
Enfin, de toute façon, je pense qu'on réabordera la sécurité sur l'IoT par la suite. Donc, alors, sur le pen testing, on va faire assez rapidement une présentation de Kali Linux, de Shodan API, de BT Scanner, c'est en fait le Bluetooth Scanner. Ça, c'est plus les objets IoT qui sont visés par ça. On va faire un petit exemple. Et si on a le temps, on abordera aussi Social Engineering Toolkit, qui aussi, en fait, comme Metasploit, Autosploit, en fait, sont des boîtes d'outils. Et par contre, avec Social Engineering, vous pouvez prendre le contrôle sur n'importe quel compte de réseau social assez facilement. Donc là-dessus, pareil, vous prêtez pas vos machines. On reparlera ça à la fin. Mais pensez à vider vos caches. Enfin, il y a plein d'automatismes à avoir, surtout si vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Alors, sur Kali Linux, juste une petite chose assez pratique pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est bien de passer par des machines virtuelles. Moi, de toute façon, tous ces types d'outils, moi, je vous déconseille de les mettre en hard sur votre machine à propre. Donc, là, en fait, vous avez la possibilité de passer par Offensive Security. Et l'intérêt d'Offensive Security, c'est que vous pouvez downloader directement les images, donc VMware, VirtualBox ou Hyper-V, y compris aussi ARM. Donc, si vous voulez le faire, là, j'avais pas le temps de le faire, mais en fait, moi, j'ai une Raspberry Pi qui est dédiée à faire du hacking. Donc, voilà, c'est Raspberry, vous avez du Bluetooth, vous avez du Wi-Fi, vous avez dans votre poche de quoi faire tous les tests que vous voulez sans aucun problème. Ouais. On réaborde le problème des clés USB, ça c'est assez méchant en fait comme truc. Sur Shodan API, en fait, le truc c'est de vous inscrire sur leur site pour récupérer votre clé, votre API key en fait, parce que sinon sans ça vous pouvez pas faire grand chose. Et très rapidement en fait, quand vous êtes sur Shodan API, ça vous donne une API key comme ça que après vous pouvez scanner assez rapidement. Et par exemple sur Kali Linux, vous voyez derrière. Ah pardon. Ah oui, je suis pas en partage d'écran. Bon, en fait, on va. Au pire, je vous le montrerai à la pause si vous voulez. Quoi. En fait, c'est. Oui, j'avoue que je sais pas trop bien jongler entre les écrans. Ouais. Non, c'est bon, pardon. Merci. En fait, c'est moi qui suis une buse avec PowerPoint. Désolée. C'est simple de switcher avec les deux écrans. Désolée, j'ai pas fait de certification en PowerPoint. Je pense pas en faire. Voilà, une petite démo de Shodan API, en fait, la petite démo d'installation pour vous montrer qu'en fait, c'est très rapide. En fait, ça s'installe en 2 minutes à partir du moment où vous avez Kali Linux, parce que ça reste un module qui va s'installer sur Kali Linux. Donc, en fait, vous avez la démo qui se fait assez rapidement et où il va, copier sa clé d'API. Donc, en fait, il récupère sur Internet son... voilà. Donc, son API. Vous pouvez voir que sur Shodan API, vous pouvez aller récupérer déjà plein pas d'URL, mais d'adresses IP, d'outils, de machines référencées, que ce soit des webcams, des réfrigérateurs, enfin tout ce que vous trouvez qui n'est pas encore, protégé. Et du coup, ça vous permet, avec cette API, de prendre le contrôle sur des webcams carrément dans des villes. Il y a des webcams de Melbourne ou des choses comme ça. Vous pouvez carrément prendre le contrôle de la webcam, enfin prendre le contrôle. Vous voyez ce qui se passe via cette webcam. Après, est-ce que vous arrivez à la tourner, etc. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça n'empêche, et là, c'est ce qu'il montre en fait dans la vidéo, c'est qu'il prend le contrôle d'une webcam parce qu'il y a l'adresse IP qui a été récupérée par Shodan API. Donc ça fait aussi partie des choses au niveau de la protection sur vos adresses IP, etc. Sur vos les appareils que vous avez chez vous. Parce que bon, dans Mister Robot, forcément, comme il se bat contre le gouvernement, les grosses sociétés, etc., les adresses IP, elles sont pas forcément cachées. Là, si on prend chacun à votre niveau, vous avez peut-être un service, un logiciel de sécurité chez vous, avec de la domotique ou des choses comme ça. Vos adresses IP, c'est en interne. Vous faites des sous-réseaux internes, vous mettez des routeurs entre les deux. C'est hyper important parce que sinon, à un moment donné, Shodan API sera capable de voir votre IP en externe et pourra donner l'accès en externe à vos données personnelles ou à votre vie. Donc voilà, l'objectif aussi de montrer ce type de produit, c'est de vous faire voir qu'en 2 minutes, n'importe quelle personne qui a installé Shodan API est capable, sans formation de hacking à outrance,
de prendre le contrôle de plein d'appareils. Ouais. Et juste une précision qui est importante à noter. Quel que soit l'OS sous-jacent à l'objet connecté, que ce soit du Linux ou même du Windows embedded, je ne sais pas, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que tout système aura des vulnérabilités. Et donc on peut très bien dire, je peux même mettre ma main à couper, que dans 2-3 ans, il y aura une faille critique qui permettra une prise en main à distance du système. C'est très probable. Pas à 100%, mais très probable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que vous rajoutez de l'IoT chez vous, il va falloir penser à updater cet appareil. On en discutait encore il y a 2-3 jours avec un collègue, et je lui disais, mais tu es fou de mettre une serrure connectée. Tu as envie de faire un Windows Update de ta maison pour rentrer chez toi? Ah, je peux pas rentrer chez moi, il y a un Windows Update de ma porte qui est en train de se faire. Non, mais soyons sérieux. Voyons l'intérêt de l'IoT pour cette partie-là. Est-ce qu'on a intérêt à faire des serrures connectées? Je ne sais pas. Moi, personnellement, non. D'autres pensent que oui, peut-être. Mais en tout cas, il ne faut pas l'oublier. C'est de l'informatique. Donc l'informatique, ça se gère. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que nos gentils boîtiers où on met nos fichiers aujourd'hui et demain notre serrure connectée, ça se gérera comme un produit informatique classique. Enfin, si vous avez des ados, c'est peut-être valable de mettre une... Ça sera mieux avec... On peut par exemple se dire, rechercher des exploits sur des bases de données publiques en disant par exemple, il y a tel exploit de RCE qui est sur telle version d'Apache. On peut rechercher sur Shodan API quelles sont les adresses IP publiques qui ont telle version d'Apache pour ensuite faire une liste. On peut dire j'en veux 50 ou 100, faire une liste et derrière exploiter facilement le truc. Ah non, mais c'est une simplicité. Aujourd'hui, attaquer, c'est extrêmement simple. Défendre, c'est extrêmement complexe. Bien malin, celui qui est capable de bloquer une attaque. Au mieux, vous pourrez la retarder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes clients ne tiennent malheureusement pas plus de 1 heure à 2 heures des tests d'intrusion. Et l'objectif, c'est de ralentir. Si on arrive à 24 heures, on est content. C'est le même principe que pour les coffres-forts, en fait. Il n'y aura jamais aucun système inviolable. Tout va être une question de temps. Moi, je sais, quand j'étais DSI, j'avais des gateways Juniper. Et en fait, on faisait des clés en 256 bits qui changeaient. Alors, normalement, il fallait 24 heures pour la casser. Nous, on la changeait toutes les 12 heures. Voilà. Et le jour où on aurait eu une info comme nous indiquant qu'il fallait 12 heures pour casser la clé 256 bits, on aurait diminué le timing. Après, ça crée des temps de latence sur les serveurs. Donc, pour une entreprise, ça peut aussi être pénalisant. Et de l'autre côté, moi, j'avais un copain qui faisait partie des Anonymous. Lui, il faisait que des clés à 4000 bits. Ouais, mais justement, en fait, les 3 quarts des gros algos de crypto, en fait, vont pas rester sur du bit classique de 1024 ou de 248, 496, etc. Ils vont passer toujours sur une base de 4. Mais par exemple, tu vois, si tu attaques, toi, tu vas faire ton algo pour attaquer sur un 4096, mais moi, je suis crypté en 4000. Tu vois, tu me verras pas passer, quoi, en fait. Donc finalement, pensez, de toute façon, ce qui est important au niveau des bits, c'est qu'on reste en base de... Bon, le bit, c'est base de 2, mais sur la crypto, les 3 quarts du temps, on reste en base de 4. C'est l'intérêt du 1024. À chaque fois, si vous regardez 256, 1024, enfin 512, 1024, on est toujours sur des bases de 4. Donc en fait, maintenant, vous pouvez très bien vous dire, voilà, j'ai une sécurité à mettre en place. Le plus important, c'est que je reste dans une base de 4. Ça m'évite d'avoir à forquer des trucs et de changer toutes les règles primaires. Mais je ne reste pas sur une règle standard compatible avec un 256, par exemple. Et c'est une astuce qui est toute simple. Mais je vous garantis que ça va vraiment ralentir les hackers derrière, en fait. Donc, on va quand même avancer derrière. Donc, Shodan API, du coup, on voit à peu près le potentiel. Derrière, on a exactement la même chose avec... je ne sais pas si je suis déjà passée sur Bluetooth Scanner. Non. Voilà, Bluetooth Scanner. Donc c'est pareil, c'est aussi un module qui est intégré dans Kali Linux. Qui va, là c'est pareil, la même démo, vous l'installez sur le même principe que dans Kali Linux, c'est-à-dire que c'est quand vous faites du Linux, après vous êtes assez habitué, bon c'est pas vraiment un wget, mais vous allez installer à peu près tous les modules sur le même type de fonction. Du moment où le module est installé, après vous faites un appel, et là en l'occurrence il va vous donner des adresses MAC.
au niveau Bluetooth, ce qui fait que derrière, vous allez sélectionner les adresses MAC et vous pouvez prendre le contrôle de n'importe quel appareil Bluetooth qui aura été scanné. Alors, la particularité justement des appareils Bluetooth, c'est qu'on est sur une attaque de proximité. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui va se faire à distance. Mais il n'y a pas, contrairement au Wi-Fi, des clés de cryptage. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, votre appareil Bluetooth, soit il est visible, soit il n'est pas visible. Mais du moment où il est visible, parce que vous l'avez activé, et finalement, c'est assez compliqué pour l'instant de le protéger. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 3/4 des attaques sur les mobiles se font via le Bluetooth. Et si vous regardez dans Mr. Robot, en fait, quand il prend le contrôle des appareils mobiles, il a toujours été à proximité. Soit il a emprunté l'appareil mobile et du coup il a installé son rootkit en direct, soit il était à proximité et il a pris le contrôle du Bluetooth et là il a installé son rootkit. Et après il est assez tranquille. Il est à 30 mètres de vous et il est capable de prendre complètement le contrôle de votre appareil. Donc là encore, vous avez à peu près tous un téléphone mobile. Si vous êtes comme moi et que vous avez un casque Bluetooth, c'est mort pour vous. Mais bon, moi je trouve ça pratique. Et de toute façon, il n'y a rien sur mon téléphone. Donc c'est soit la solution, vous mettez rien, soit en fait, dès que vous n'utilisez pas le Bluetooth, vous le désactivez. Oui, pardon. Tu regardes, quasiment tous les nouveaux téléphones sans fil peuvent être appairés à plusieurs appareils en même temps. À minima, par exemple, ton casque audio et ta montre. Tu vois. Ouais, alors tu as aussi une option qui dit que par exemple, quand tu autorises le Bluetooth, tu valides une adresse MAC. Résultat des courses, en fait, si tu as quelqu'un qui essaie de se connecter en Bluetooth sur toi et que l'adresse MAC n'est pas validée, il va être automatiquement rejeté. Donc ça, c'est aussi une façon de le faire. Sauf qu'en fait, si tu regardes avec Bluetooth Scan, comme tu récupères l'adresse MAC, du coup, tu peux te faire valider. Donc finalement, c'est une petite sécurité que tu peux avoir. Moi, je sais que sur Samsung, ils t'annoncent que c'est genre la sécurité. C'est de la poudre de perlimpinpin. On va être... Non, mais soyons honnêtes sur... Voilà, tu vois. On remerciera d'ailleurs Apple qui ont eu la charmante idée de retirer la prise jack, ce qui fait que vous ne pouvez plus charger votre téléphone et mettre votre casque. Vous êtes poussé à mettre le Bluetooth et évidemment vous oubliez de le désactiver après. Et donc vous vous retrouvez avec des informations importantes et confidentielles sur ce téléphone vulnérable. Merci Apple. J'adore l'iPhone 8. J'étais mieux avec mon 5SE. Non mais bon, il y a d'autres choses comme ça. Ah, c'est méchant. C'est le petit message parce que j'en ai gros sur la patate avec l'iPhone 8. Voilà. Donc, on a justement une petite démo vidéo où en fait, alors je crois, voilà, où en fait, du coup, dans cette démo vidéo, c'est là où vous allez voir comment ils prennent assez facilement le contrôle de webcam. Mais ce que je voyais, c'est que par exemple, on récupère les appareils, les réfrigérateurs qui sont connectés en adresse IP. Là, honnêtement, j'en appelle à votre imagination. Moi, même si je hack un réfrigérateur, je vois pas trop ce que je vais faire, si ce n'est commander des mini Babybel. Alors, il y a le four connecté qui est pas mal. Apparemment, si vous avez un plat et que vous passez le four en mode pyrolyse, il y a des chances d'arriver à générer un beau problème. Paraît-il. En tout cas, de la fumée, un incendie, je ne sais pas, mais la fumée, a priori, c'est possible. Mode pyrolyse de 175 degrés avec un plat à l'intérieur, normalement ça fait du dégât. À chaque fois, en fait, sur toutes les démos que je vous ai récupérées, parce qu'en fait l'objectif pour nous c'était de rythmer et de vous dire un maximum de choses, à chaque fois les hacks se font en moins de 3 minutes. Donc c'est pour vous montrer vraiment que, alors effectivement vous allez peut-être passer une demi-journée à essayer de hacker un truc, mais du moment où vous avez les bons outils, franchement il y a plus besoin de sortir de Saint-Cyr. Avant c'était plus compliqué quoi en fait. Mais bon, ça fait partie des choses, des évolutions. Mais le fait de connaître ces outils font que derrière, vous serez capable de mettre en place des sécurités. Ça fait aussi partie des choses pour ceux qui sont développeurs, dont il va falloir prendre conscience parce que vous allez, en termes de développement, surtout si vous partez sur des concepts de serverless, comme il y avait sur la conférence juste avant, il va y avoir des choses à faire sur la régulation des API, etc., qui font que vous allez pouvoir bloquer un certain nombre d'attaques de par le code que vous allez générer. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Et d'ailleurs, moi,
je travaille sur le projet OpenFast que j'avais présenté la dernière fois pour ceux qui étaient là. Et en fait, OpenFast, moi, je travaille sur le fait de le transformer comme Gateway API sécurisé. Donc, du coup, le fait de passer en function fait que vous allez gérer les timings de vos API, alors que les 3/4 des devs actuellement mettent des timeouts à l'infini parce que c'est hyper embêtant à gérer derrière, quoi, en fait. Et un timeout à l'infini, je vous garantis que c'est une vraie backdoor que vous laissez ouverte, en fait. Bah, c'est plus de timeout, effectivement. Mais si tu regardes les 3/4 des codes qui sont générés actuellement, tu as un timeout à l'infini ou alors qui dure des mois. Enfin, c'est assez phénoménal, quoi, en fait. Et souvent qui s'auto-régénèrent. Donc, bon, ça fait partie des petites choses qui font que ces points-là, qui sont effectivement pas abordés dans la série de Mr. Robot, peut-être pas encore, parce que moi, je connais pas la fin. Je croyais que ça se finissait à la saison 3, mais la saison 4 a été commandée. Et du coup, la saison 3 se termine à un moment où il y a forcément... Ouais, mais d'ailleurs, en fait, le dernier épisode de la saison 3, si je ne m'abuse, a été repoussé d'1 semaine parce que justement, en fait, ça collait trop bien avec l'actualité du moment, en fait, sur les histoires de tuerie, etc. Donc, c'est assez impressionnant de voir. Nous, en fait, on voit comment on passe de la fiction à la réalité parce que ça reste quand même une série télé qui est parmi les plus réalistes. Parce que pour ceux qui connaissent CSI Cyber, je crois que c'est les experts cyber ou un truc comme ça, c'est les 3/4 des trucs, c'est totalement, enfin, c'est de la pure fiction, quoi, en fait. Vous êtes dans Star Trek, hein, en fait. Là, c'est Très très réaliste. Hein. La blonde qui sort du bureau de sécu et tout, les humains avec les détails sont beaux. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant sur des trucs comme ça, quoi. Donc, en fait, comme je vois le temps passer, on va laisser passer le social engineering. De toute façon, les vidéos sont intégrées dans la présentation et vous y aurez accès. Donc, il y a absolument pas trop de problèmes. Parce qu'en fait, là, on va passer justement sur les hacks par vos amis en interne, enfin, vos amis ou vos utilisateurs. Ça reste la première faille de sécurité en informatique. Voilà. En gros, tout à l'heure, ce que j'ai dit, en fait, c'était que c'était très rapide d'attaquer une société. Alors, je vais préciser maintenant ma pensée de l'intérieur. C'est beaucoup plus dur d'arriver à rentrer dans la société. Bon, on a vu des techniques qui, effectivement, semblent assez simples pour rentrer, mais c'est quand même beaucoup plus dur d'attaquer de l'extérieur de l'entreprise que de l'intérieur. Alors, il y a plein d'astuces pour rentrer à l'intérieur de l'entreprise. Il y a la clé USB avec le code véreux, sur une jolie clé de 128 Go avec un beau logo que vous mettez dans les parkings. Il y a le contrat espérant qu'il y a d'embauche. quelqu'un qui va venir. Il y a un peu de social engineering, il y a le fait que vous arrivez transpirant devant la personne, l'hôtesse d'accueil, en disant que vous allez avoir rendez-vous avec son grand patron, qui a une réputation un peu pénible et que vous savez que en employant les beaux mots, elle va vous donner accès à une salle où il y aura le câble réseau, donc vous allez lancer votre attaque de l'intérieur. Il y a plein de techniques. Mais ce qu'on va voir maintenant, et ça va être assez surprenant, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est extrêmement facile de devenir administrateur local, puis éventuellement ce qu'on appelle le Graal, domaine admin, avec le Golden Ticket. Alors on va présenter ces techniques. La première technique, on va faire un scénario. Alors je prends quelqu'un qui n'est pas trop musclé, ou plutôt quelqu'un de très musclé. Voilà, monsieur, vous serez la victime. Donc on va dire que j'ai réussi à vous boxer. Bon, ce qui est peu probable, le monsieur est plus costaud que moi. Donc j'ai volé son PC. Monsieur n'avait pas chiffré sa machine, honte à vous, vous n'avez pas chiffré votre PC. Et en plus, c'est l'administrateur d'une grande entreprise où il y a 200 000 comptes. Qu'est-ce que je fais? Je prends le DVD install de Windows, rien de méchant, je l'insère dans la machine, je vais en console de récupération. Et là, vous savez, j'ai un gentil exécutable qui s'appelle 7THE.exe. Vous savez, quand vous faites 5 fois Shift, là, vous avez un bip sonore avec les touches rémanentes. Vous savez quel compte il s'exécute? Système. Et système, c'est quoi sur une machine? C'est le vrai administrateur. Donc, on est en console de récup, on fait le 7THE.exe qu'on va renommer en 7THE.exe, 7THE.exe.hold, ou quelque chose comme ça. On prend le cmd.exe, qui devient le nouveau 7THE.exe, vous le dupliquez, vous rebootez, vous faites 5 fois Shift, et qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez un magnifique invite de commande sans avoir ouvert la moindre session. Alors, il y a plein d'astuces de ce type-là. On va voir le reboot, ça va arriver. Là, bon, je fais la copie. Oui, j'avais prévu un peu de temps.
Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Système, un point important à noter. On le reverra dans une autre vidéo après. Système, en fait, c'est le vrai compte administrateur local. Et en fait, il faut comprendre que Windows est un OS multisession. Quand vous démarrez, avant d'avoir ouvert votre session vous-même avec votre login mot de passe, il y a déjà tous les fameux services Windows qui ont démarré. Les services Windows, par exemple, ça se lance soit en système, soit en network service, soit en local system, c'est système. Donc, il se lance avec 3 ou 4 comptes différents, voire les comptes de service du domaine. Et donc, tout ça, c'est déjà exécuté. Donc, en fait, vous n'avez pas encore, vous, ouvert de session, mais l'OS, lui, a déjà ouvert de session. Donc, quand on arrive à cette étape-là, c'est pas déconnant qu'en faisant 5 fois Shift, parce que j'ai renommé, j'ai un invite de commande en système qui apparaît. Donc, vous allez voir, je vais faire maintenant. Alors là, j'ai fait sur un contrôleur de domaine. Là, j'ai volé un contrôleur de domaine. Alors, je ne sais pas pourquoi, monsieur, son portable, c'est un contrôleur de domaine. J'ai volé un contrôleur de domaine. Et système sur un contrôleur de domaine a des droits équivalents à bulletin administrateur sur le domaine. Donc, si vous volez le contrôleur de domaine racine, vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur du domaine racine et passer Enterprise Admin. Alors, il n'y a pas besoin d'aller boxer monsieur. Vous pouvez tout simplement cloner une machine virtuelle et vous faites la même chose. Ou restaurer une machine. Vous venez chez vous, vous mettez le même type de version de VMware ou d'Hyper-V, vous restaurez, et bingo, vous êtes domaine admin et vous avez accès à toute la base. Et c'est d'autant plus important pour ceux qui sont dans des grosses sociétés où les anciens PC sont distribués au personnel. N'oubliez pas de tout resetter avant. Et on vous donnera un outil derrière. C'est resetter en basse, en bas level en fait. Ouais. Alors, il y avait une question, je vous en prie. Oui. Je disais, elle fonctionne toujours la commande de DSA sur les Active Directory. Bien sûr, oui. C'est Utilisator Ordinateur Active Directory. Et oui, donc là, on vient de voir quand même que rapidement, on est devenu admin local, voir si vous avez volé un contrôleur de domaine. Bien pire, vous avez hacké le domaine là. Donc ça, c'était la première technique qu'il faut connaître. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire quand je suis devenu admin local. Alors là, on va reprendre un autre scénario. Donc, je suis avec monsieur cette fois-ci. J'ai volé la machine de monsieur. Cette fois-ci, j'ai fait un vol à l'arraché. Hein. Je reste dans la violence, vous m'excuserez. Et donc, tu peux passer, Estelle, sur... là, elle est revenue, la vidéo. Tu peux aller sur la suivante. Voilà. Et là, il faut nous lancer ça. Donc là, on va voir maintenant. On a dit que le compte système était le vrai compte admin local. Enfin, le vrai compte administrateur local de la machine. Donc ce compte système, en fait, c'est lui qui a réellement les accès sur un OS Windows. Si vous êtes dans HK Local Machine, par exemple dans la rubrique Security, vous ne voyez rien par défaut. Là, je suis logué en administrateur. Je vais maintenant sur la base SAM, HK Local Machine, SAM. Je ne vois rien. Pourquoi ? Parce que le compte administrateur n'a pas les accès. C'est juste une sorte de permission. Si vous vous amusez à donner le droit à administrateur, sur la base SAM, vous aurez les accès. Et vous savez, vos fameux live CD là, qui sont capables de réinitialiser les mots de passe de vos comptes admin locaux, c'est juste comme ça ce qu'ils font. Ils se loguent en système, ils chargent le fichier SAM. Qui est en fait HK Local Machine SAM, c'est une ruche, c'est un fichier ruche, et il va changer tout ça. Donc regardez, là, je suis logué maintenant en système. Comment j'ai fait pour passer en système ? J'ai utilisé un outil gratuit qui s'appelle psexec. Je fais psexec-i-s cmd. Boum, j'ai l'invite de commande système. Et maintenant, regardez, je vois tout le contenu de ma base SAM. Et je vois les fameuses rubriques user où je vais retrouver tous les mots de passe. Et je vois des choses bien plus intéressantes. Quelque chose qu'on appelle les LSA secrets. Les LSA secrets, c'est entre autres là où vont être stockés tous les mots de passe des comptes de service. Donc imaginez l'administrateur feignant. Il a acheté un super logiciel d'inventaire. Landesk. Non, je plaisante. On va dire, je suis un peu Microsoft. SCCM. Bon, faites comme vous voulez, tous sont tous très bien. Eh bien, on va dire que cet administrateur feignant, il s'est dit, bon, il me faut un compte qui soit admin local de tous les postes. Allez, je vais être généreux, domaine admin. Il a mis le compte domaine admin. Donc, dans mon exemple, moi, j'ai mis les VMware Tools en domaine admin. Hein. Bon, j'avais rien de mieux comme service. Moi, j'ai pas d'agent Landesk sur mes VM. Donc, vous voyez, c'est un compte qui s'appelle Service VMware. C'est bien un compte du domaine. Et il est domaine admin. Sauf que ce compte-là, il est là. Donc ça, c'est la rubrique pour son petit nom dans la LSA Secret. Et en fait, le mot de passe, il est juste stocké de manière chiffrée mais masquée. Et c'est logique, la machine, elle doit démarrer, elle doit pouvoir retrouver son mot de passe. Ça veut dire qu'avec n'importe quel outil gratuit qui sait faire la fonction mathématique pour redéchiffrer le mot de passe qui est juste du masquage, hein, c'est forcément dans la machine pour que la machine boot, avec les services qui bootent,
Et ben en 3 secondes, bam, j'ai récupéré le mot de passe. Et vous voyez, il n'était pas si simple. Hein. Password MS Report, c'est quand même assez long, quoi. Donc, configurer un service en domaine admin, c'est un crime. De toute façon, on va être très clair. Vous travaillez tous avec des comptes domaine admin? Vous êtes déjà logué sur votre poste de travail non chiffré en domaine admin? Vous êtes un criminel. Non, je plaisante bien sûr, mais il faut le comprendre, il faut le voir comme ça. On ouvre une session en domaine admin que sur une machine sécurisée. C'est quoi une machine sécurisée? C'est une machine qui est chiffrée, c'est une machine avec des protections contre le vol, c'est plein de choses, tout un tas de procédures à mettre. C'est une machine qui est patchée, une machine à jour en termes d'OS, c'est un antivirus à jour, c'est toutes les bonnes pratiques de sécurité. Et c'est certainement pas la station de l'utilisateur lambda. Oui. Par contre, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'un système qui sort dans 1 an, 2 ans sera forcément vulnérable à quelque chose, à une faille découverte après. Une découverte après. Donc du coup, ce truc-là tombe un peu à l'eau. En fait, il faut juste pas se connecter en admin de domaine sur une machine. Parce qu'on sait que, par exemple, une machine imaginons de l'intérieur d'une entreprise, qu'on arrive à compromettre une machine qui appartient d'une session lambda, on peut récupérer les mots de passe du domaine admin. On va le voir avec Mimikatz. On va le voir avec Mimikatz comment on fait ça. C'est exact. C'est pour ça que je parlais bien de station de travail lambda et de station de travail d'administration. Les stations de travail d'administration, par exemple, elles sont dans des réseaux séparés. Généralement, comme les gens n'ont pas forcément le budget pour avoir 2 types de stations, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que la station d'administration, ça devient un serveur TSE. Généralement, qui est un serveur physique, parce que les VM, on ne peut pas leur mettre BitLocker. On BitLock le disque du serveur physique. Donc, on active la solution de chiffrement de disque de Microsoft, qui s'appelle BitLocker. On peut utiliser aussi TrueCrypt, si vous voulez, où il y en a d'autres qui font ça. Et donc, on se retrouve avec une station d'administration qui est en fait un serveur qui est extrêmement sécurisé. Vous contrôlez qui y a accès, vous avez des logiciels qui vous permettent de dire que s'il y a un utilisateur qui n'est pas censé être autorisé, ça envoie des alertes, des emails, etc. Il y a tout un tas de procédures. Mais surtout, il faut comprendre, ne vous loguez pas en domaine admin sur des stations de travail lambda. C'est un crime. Là, justement. Alors, on va y voir maintenant pourquoi. On a rapidement vu le contenu de la base, on a vu les services. Maintenant, on va voir un outil qui est terrible, qui s'appelle Mimikatz. C'est quoi Mimikatz? C'est Benjamin Delpy qui a inventé ça. Qui est aussi compatible avec Kali Linux. Voilà, tout à fait, merci de le signaler. Ouais. Il est aussi intégré effectivement à Metasploit. Et cet outil-là, par contre, il faut juste que tu mettes lecture. En fait, il va nous permettre en 3 commandes d'afficher les mots de passe et les hashes des mots de passe de tous les utilisateurs qui travaillent sur cette machine. Donc, première commande, privilège debug, debug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne un privilège au niveau Windows qui me permet d'analyser la mémoire. Administrateur, par défaut, a ce privilège-là. Une bonne pratique, c'est d'ailleurs de retirer à administrateur ce privilège-là. Sauf que malheureusement, Mimikatz, en 2 secondes, il vous met la clé de registre qu'il faut. Parce que les permissions Windows, c'est à la fois des permissions NTFS ou des permissions de registre et des droits qui se trouvent dans les stratégies de sécurité locale. Et le droit d'accès à la mémoire, c'est un droit... Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, j'ai lancé mon Mimikatz. Donc, c'était Secure Password, quelque chose comme ça. Et là, je vois tous les mots de passe qui sont affichés. Et en H, NTLM, LM, etc. Il y a tout qui sort. Alors, on n'aura pas le temps de creuser plus que ça, mais sachez que je n'ai pas besoin du mot de passe en clair pour faire une attaque élaborée. Il me suffit de votre hash de mot de passe. Pourquoi? Parce qu'avec des protocoles comme NTLM, vous ouvrez votre session. Une fois que vous avez ouvert votre session, vous mettez le hash de votre mot de passe, au format NTH, généralement en mémoire. Et à chaque fois que vous connecterez un serveur de fichiers, en fait, le challenge réponse, vous allez le faire avec le hash. Donc, j'ai pas le temps, si vous voulez, on pourra le faire après aux questions-réponses. Mais comprenez en gros que c'est le hash de votre mot de passe qui va être utilisé pour faire toute la sécurité. Et ce hash, vous l'avez, le contrôleur de domaine là, et le serveur de fichiers va demander, par exemple, au contrôleur de domaine, est-ce que c'est de refaire la même opération de challenge-réponse que le serveur de fichiers vous a demandé. Et si ça match, boum, vous êtes authentifié. Donc, en gros, j'ai pas besoin de votre mot de passe en clair pour travailler et vous hacker. J'ai juste besoin de votre hash. Dès que vous n'avez pas du votre hash, considérez que vous êtes cuit en termes de sécu. Et pour info, en fait, actuellement, les travaux d'authentification via blockchain sont faits avec, justement, en travaillant sur le hash,
puisqu'en fait, du coup, ça réduit la chaîne de caractères sur laquelle on va travailler. Et en fait, on va, entre guillemets, blockchainiser le hash de telle sorte à avoir une double authentification qui soit inviolable. Aujourd'hui, clairement, les protections, et même Kerberos, hein, les clés Kerberos peuvent être dérivées du NTH, donc c'est pas si sécurisé que ça. Alors là, on a vu comment on faisait, comment on veut avec Mimikatz, on pouvait voir les mots de passe. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit rapidement sur cette vidéo une attaque qu'on appelle, alors c'est pas le Golden Ticket, c'est Kerberos Pass the Ticket. En gros, là, ce que je vais faire, alors je sais plus si c'est pas, peut-être c'est NTLM Pass the Hash. En gros, c'est ça, c'est j'ai récupéré le hash de quelqu'un, et en fait, grâce à ça, je vais réussir à m'authentifier sur un autre serveur. Donc, je vais voler sa station de travail. Alors, j'ai eu de la chance, hein, la personne était toujours... je lui ai arraché la machine, il avait session ouverte. J'ai rapidement récupéré son hash. Et 2-3 jours après, depuis une autre machine, je vais en fait appliquer cette commande-là, donc un secure LSA, tickets. Alors là, je fais un export. Donc ça, c'est pour avoir en fait les tickets directement, mais il y a une autre manière de le faire. Donc là, c'est bien un Kerberos Pass the Ticket. Et en fait, rien ne m'empêche après, sur une autre machine, d'aller faire un Kerberos import ticket et je récupère tous les tickets Kerberos me permettant de me connecter aux ressources. C'est absolument abominable. Donc voilà, j'ai malheureusement vraiment pas beaucoup de temps pour le raconter plus en détail, mais vous voyez que c'est très très simple. Kerberos Pass the Ticket avec du Mimikatz, très simple à faire. NTLM Pass the Hash avec Mimikatz, très simple à faire. Ce qu'il faut rapidement retenir, c'est que Kerberos, on travaille avec des tickets. Donc si vous faites voler vos tickets, votre sécurité est compromise. Si vous travaillez en NTLM, c'est une fois que le NTH est volé que votre sécurité est compromise. Et si vous avez laissé les algorithmes de dérivation de clés Kerberos par défaut, dès que vous faites voler le NTH en Kerberos, vous considérez aussi que vous êtes cuit. Donc ça, c'est un réglage au niveau de stratégie de groupe sur les contrôleurs de domaine. Donc voilà, là en fait, ce que la vidéo vous prouvait, c'est que j'ai réussi à me connecter à un DC, alors que j'étais juste admin local. Parce que je me suis réinjecté les tickets. En fait, dans la vidéo, on avait vu qu'au début, j'avais accès refusé sur le DC. Je me suis injecté les tickets et j'ai réussi à me connecter sur le DC. Et en Kerberos. Et alors là, ça, c'est le Graal. Alors malheureusement, on le voit mal, mais vous avez la commande qui permet de générer un Golden Ticket. Alors c'est quoi un Golden Ticket ? Ça, c'est ce que je m'interdis à faire quand je travaille chez mes clients. C'est tentant toujours. En gros, je suis généralement domaine admin parce que je fais des opérations de maintenance sur l'AD. Et en tant que domaine admin, je peux générer ce qu'on appelle un Golden Ticket. Alors c'est quoi ce Golden Ticket ? En gros, il faut comprendre que sous Windows, vous avez un compte qui s'appelle KRB TGT. Dans AD, vous avez un compte qui s'appelle KRB TGT. Ce compte est désactivé. En fait, le mot de passe de ce compte sert de KKDC. En fait, c'est le patron du royaume Kerberos. C'est un petit peu la préfecture de police. C'est celui qui est l'autorité de confiance. Si vous récupérez le NTH de KRB TGT, vous pouvez forger autant de tickets Kerberos que vous voulez. Donc en fait, qu'est-ce que font les gens en général ? C'est qu'une fois qu'ils ont passé domaine admin, ils veulent se donner une porte d'entrée éternelle. Ils génèrent un Golden Ticket valable 100 ans, ou tout simplement ils se gardent le NTH du compte KRB TGT, et puis le bon moment voulu, ils généreront un ticket, ils viendront avec une machine en workgroup, ils se plugueront sur le réseau, et ils auront les accès domaine admin. C'est terrible, hein ? Extrêmement simple à faire. Alors là, vous me direz, oui, mais il faut un exécutable qui s'appelle Mimikatz, qui est quand même relativement bien connu par les antivirus. À ça, je vous répondrai qu'il y a des gentils garçons, ou filles, je ne sais pas qui a développé ça, qui ont créé PowerSploit. PowerSploit, c'est Mimikatz en PowerShell. Bon courage pour les antivirus. Et je vous jure, c'est même pas une DLL, je ne sais pas comment ils ont fait le truc, mais c'est des fous. Hein. Et là, en fait, si on regarde, il y a des commandes, mais terribles. Alors, rien que le nom, ça fait frémir. Invoke-mimikatz. Out-minidump. Ça, c'est pour faire un dump mémoire. Non, c'est un outil PowerSploit qui est absolument abominable. Pour quelqu'un qui défend, lutter contre un PowerSploit, c'est très très dur. Mais normalement, si tout se passe bien, tu n'arrives jamais à accéder à un OS sans authentification, enfin avec une session ouverte pour pouvoir faire ça.
Oui, c'est vrai. En lui forçant à générer un blue screen, il va directement. C'est exact. Alors, il y a des choses, mais en général, quand même, c'est plus difficile. Encore une fois, on ralentit l'attaquant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit. Alors, malheureusement, les commandes n'apparaissent pas très bien avec le tableau. Bon, on aurait dû faire attention. Mais si on regarde, il y en a une dernière. Oui, c'était Invoke Mimikatz. Ah, ça en bleu. Voilà, elle est là. Celle-là, elle est terrible. On peut faire de l'injection aussi de DLL avec PowerSploit. Bref, il y a énormément de choses assez intéressantes à faire avec cet outil-là. Donc, les administrateurs Windows ont encore beaucoup de travail. Alors, on va pas trop tarder. Bon, la sténo, en fait, c'était juste une petite démo avec Deep Sound, mais qui est évoqué d'ailleurs dans Mr. Robot, puisqu'à un moment donné, justement, il planque ses fichiers sur son lecteur MP3. Et donc, en fait, moi, je vous invite à le tester. Vous tapez Deep Sound, enfin, Google est votre ami sur ce coup-là. Et franchement, vous allez pouvoir faire de la sténo de la sténographie dans le son avec l'installation du logiciel, 5 minutes. Moi, je connaissais pas ce matin, elle m'a montré en 1 minute. Hein. C'est bluffant. Quand pour récupérer le fichier. Ouais. Voilà. Une fois qu'on l'a caché, pour récupérer. Ben, en fait, tu reprends Deep Sound et tu le réextrais, quoi, en fait. C'était la même chose. En fait, moi, dans les années 80, avec des copains, on s'amusait à planquer ça dans des images. Mais c'était un peu gros parce que tu te retrouves avec un JPEG, bon, surtout dans les années 80. Maintenant, tu as des JPEG qui font 40 gigas et ça choque plus personne. Mais à l'époque, en fait, quand tu avais un JPEG déjà qui dépassait les 20 mégas, c'était déjà la taille de ton disque dur. Donc, du coup, c'était un peu gros, quoi. Tu te disais que dans ton image, tu avais peut-être un peu plus que juste de l'image, en fait. Donc, mais ça c'est le côté. Sur la sténographie, en fait, c'est pas énormément utilisé chez le commun des mortels. Tout le monde a l'impression que c'est un truc d'espion. Mais c'est assez marrant. Et puis finalement, moi, j'ai pas des données confidentielles au point de tout faire en sténo. Mais bon, il y a des trucs assez sympas à faire, quoi. Surtout, par exemple, si vous baladez vos fichiers sur des clés USB. Ça peut avoir un sens parce que du coup, sur la clé USB, vous allez balader peut-être vos musiques, mais si derrière vous travaillez dans une banque et vous avez vos fichiers clients, ça peut avoir un sens finalement de les planquer dans une musique parce que vous faites piquer la clé USB, vous faites piquer vos musiques et derrière, pas forcément les clés, les fichiers clients en fait. Donc, voilà, les principes vraiment de sécurité à retenir, c'est, on l'a déjà dit, on le redira jamais assez, ne laissez pas les gens toucher à vos appareils. Ça, c'est indispensable. On va être concret. Considérez que quand j'ai pris votre machine, c'est plus votre machine, c'est la mienne. Ouais. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est vrai aussi avec Estelle. Vous partagez pas vos infos privées parce que les 3/4 du temps, surtout pour ceux qui ont déjà eu des utilisateurs à gérer, moi en tant que DSI, les 3/4 des mots de passe, je les trouve parce que je connais les noms des enfants, le nom du chien, la date de naissance. Donc ça, dans les mots de passe, à éviter, à moins que vous fassiez du lead speak. Donc ça, c'est à la limite, si vous voulez. Ne connectez pas les médias amovibles inconnus à votre ordinateur. Ça vaut aussi pour les clés USB qu'on vous offre en goodies. Oui, alors justement, j'ai un petit retour d'expérience marrant là-dessus. Savez-vous que vous pouvez faire croire à un client que c'est une clé USB data, mais en fait, c'est un clavier, la clé USB. Et donc derrière, en fait, elle va exécuter une séquence d'actions préprogrammée. Donc en fait, vous branchez la clé, mais elle est considérée comme un clavier. Donc vous mettez avec votre session qui est ouverte, vous êtes administrateur local évidemment, et derrière, il y a un script qui s'exécute, vous n'avez même pas rendu compte, quoi. C'est assez terrible. Hein. Complètement. Ouais, parce que c'est un clavier. Complètement. Oui. Oui, mais en général, en fait, moi je suis peut-être parano, mais moi, j'ai accepté des clés USB en goodies. Mais la première chose que je fais, c'est que je la plug sur une VM où il n'y a absolument rien dessus et je la formate en bas niveau. Voilà, ça fait partie des petits trucs à faire, quoi, en fait. Sur un Linux, avec les règles dev, on peut lui dire que si tu détectes une clé USB qui se déclare en tant que Clavier. Comment on appelle ça, module HID, bah, du coup, tu l'interdis ou tu lui fais faire, tu peux lui dire que bah, je veux que tu me la formates. Okay. On va voir quelques rappels de bonnes pratiques. On a beaucoup parlé d'attaque, donc on va parler rapidement de remédiation. Donc, les utilisateurs ne doivent pas être administrateurs de la machine. Les comptes d'administration,
Donc les comptes avec lesquels vous faites vos actions d'administration, ce n'est pas votre compte standard. La bonne pratique, c'est 3 comptes. Un standard auquel vous accédez à la messagerie Internet, un où vous faites 90% de vos actions d'administration, et le compte super admin qui est Enterprise Admin. Le groupe domaine admin est un groupe interdit. Domaine admin, crime. Personne ne doit travailler en domaine admin. Vous êtes administrateur AD, vous travaillez en Enterprise Admin. Pourquoi ? Parce que domaine admin est administrateur de toutes les machines de l'entreprise qui sont membres du domaine. Enterprise Admin est juste administrateur local des contrats en domaine. Et il a tous les droits qui vous sont requis sur l'annuaire. C'est marrant, hein, on pense qu'Enterprise Admin c'est pire que domaine admin, mais c'est l'inverse. Surtout qu'un domaine admin, domaine racine, peut escalader en Enterprise Admin en quelques clics. On protège le hash de ses mots de passe, donc on ne se connecte pas n'importe où avec des comptes à fort privilège, Enterprise Admin, domaine admin. On limite le nombre de logins. Oui, comment voulez-vous que vos utilisateurs mettent des mots de passe corrects si vous avez 200 mots de passe et logins différents ? Donc là, on arrive sur des technos comme la fédération d'identité, avec des solutions de SSO, ADFS, Ping Identity, etc. On réduit le nombre de logins mots de passe. On fait du Kerberos pour les applications métiers internes et du SAML pour les applications cloud. Oui, il y a une question ? Là, est-ce qu'il y a eu le fork? Comment ça s'est passé? Moi, en fait, j'utilisais TrueCrypt à un moment et ça s'est arrêté d'un coup. Enfin, Oui. la distrib s'est arrêtée d'un coup. Alors, paraît-il que c'est des pressions. De ce que j'ai entendu, moi, c'était des pressions du gouvernement parce qu'ils n'avaient pas de faille, justement. Mais pour moi, vous pouvez continuer à utiliser. Enfin, moi, je fais du BitLocker. Voilà. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, encore une fois, je vais être très clair. Les personnes contre qui vous devez vous protéger, c'est des personnes comme moi et Estelle. La NSA, vous oubliez, ils mettront 5 minutes à rentrer chez vous. Non, soyons sérieux, c'est pas contre un gouvernement que vous protégez, c'est contre des personnes lambda, c'est contre le boutonneux de 12 ans qui fait de l'autosploit sur Internet. Voilà. Après, on a fini. Non, alors, ce qu'il y a bien avec BitLocker, c'est que vous pouvez, sur les disques système, vous pouvez stocker le clé de récupération BitLocker. Enfin, vous pouvez déjà avoir un mot de passe de récupération qui peut être stocké dans l'AD ou dans un MBAM. La clé chiffrement peut être dans le TPM. Vous pouvez aussi avoir un code PIN au démarrage. Donc ça, moi, j'aime pas trop parce que ça empêche un reboot sans mot de passe. Et par contre, ce disque de données, c'est un comportement différent. Soit vous les auto-montez et à ce moment-là, il y a une clé externe qui se génère. Soit vous demandez à l'utilisateur qui saisit un mot de passe et c'est le mot de passe qui fait office de clé de chiffrement. Et en fait, il y a 3 niveaux de clé. Il y a la vraie clé qui chiffre le disque, il y a une master key et après, il y a votre protector qui peut être donc votre clé de récupération, votre external key, votre TPM qui stocke une autre clé de chiffrement. Il y a 3 niveaux. Voilà, on va terminer parce qu'on est en train d'un petit peu de déborder. Dernière bonne pratique et ça sera fini. Pour les postes de travail, et surtout d'admin, vous chiffrez. Les stations d'admin ne sont pas les stations de travail standard. Vous protégez les accès réseau de type Wi-Fi avec des portails captifs, c'est plus difficile à hacker. Et vous me déployez une solution qui s'appelle LAPS, qui est une solution gratuite qui permet de changer le mot de passe admin local de toutes les machines. Ben oui, parce que dans l'entreprise, vous faites des masters. Qu'est-ce qui se passe avec les masters? Tout le monde a le même login mot de passe. Et en général, c'est arrivé il n'y a encore pas longtemps, une entreprise avait un mot de passe admin local sur les serveurs qui étaient le même que sur les stations de travail. Rigolez pas, il y a 200 000 machines qui avaient le même mot de passe. Nous tairons le nom du client. Voilà, donc en espérant en fait vous avoir plus sensibilisé et vous avoir montré que finalement Mr. Robot c'est pas tant de la fiction que ça, contrairement aux autres séries, et que voilà, je pense que vous avez du boulot, vous avez de quoi vous amuser derrière, et à la prochaine. Merci, c'est un vrai plaisir. Oui, allô. Excusez-moi, j'ai une question. Dans le domaine de la sécurité, est-ce que des certificats comme l'OSCP ont de la valeur ou pas du tout? Par rapport à l'OSCP, c'est Offensive Security qui fait ça, oui. Ouais, moi, franchement, pour moi, ceux qui ont le plus de valeur, à la limite, c'est ceux en CEH. Tu vois, les Certificate Ethical Hacking. Tu as ceux de Cisco, forcément. Là, dans le monde des entreprises, ça va être surtout ceux de Cisco. Mais bon, Cisco, c'est un type d'attaque que tu vas attraper, c'est sur leurs produits. Et puis finalement, moi, j'ai eu des admins Cisco. Déjà, leurs produits sont tellement compliqués à maintenir que le propre admin est quasiment tout le temps en formation chez Cisco. Donc, lui-même arrive même pas à hacker son propre le truc qu'il administre. Donc là-dessus, ça devient compliqué. Mais ceci dit, Cisco, du coup, ils remplissent la blague, hein, puisque tu n'arrives pas à les hacker. Okay. Mais moi, franchement, je t'orienterais plus vers tout ce qui est CEH, en fait. Ok, merci. Moi, juste un point par rapport à la sécurité. J'entends souvent parler de produits complexes. Il faut toujours vous dire que la sécurité, c'est une pyramide. On ne sécurise pas, on n'applique pas les couches hautes de la pyramide si on n'a pas sécurisé les couches basses.
la première réflexe des gens, quand ils voient ce qu'on a les vidéos, c'est qu'ils ont envie d'acheter un produit. Ça sert à rien. Acheter un produit, ça sert à rien. Patchez vos machines, vous dégagez tous les 2003 les XP, vous mettez à jour vos Linux, parce que généralement les gens ne mettent pas à jour Linux. Bah oui, Linux c'est sécurisé. C'est une vraie faille de sécurité. C'est plus facile à hacker, Linux. Bah oui, personne ne les met à jour. Linux, puis Apple, puis Windows, pour être honnête. Est-ce qu'on patche plus un Windows qu'un Linux? Tout simplement. C'est pas que l'OS est moins bon ou pas, c'est qu'on n'a pas le réflexe de patcher votre serveur Linux. Enfin, au moins. Parce que c'est pas dans la culture. Linux est sécurisé dans la tête des gens. Non, en fait, Linux, par défaut, tout est ouvert. C'est à vous de fermer les portes. Et chez Windows, par défaut, tout est fermé. C'est à vous d'ouvrir les portes. Depuis peu. Depuis 2008-2. Avant, c'était l'inverse. Mais ils ont progressé un peu. C'est devenu sérieux. Donc voilà, pour revenir à la pyramide. Donc, si on l'a présenté, c'est l'OS, l'antivirus, donc OS à jour, OS supporté, antivirus, disque chiffré, politique de délégation d'administration, le fameux LAPS. C'est tous ces couches basses. Ça, vous commencez par ce truc-là. Et après, vous pouvez commencer à regarder avec des produits un peu custom de détection comportementale, ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Advanced Threat Analytics, par exemple ATA de Microsoft, ou les Windows ATP. Vous savez, c'est un plugin pour Windows Defender. Ça, c'est bien, mais c'est après. Et aujourd'hui, 90% des entreprises françaises ne sont même pas au niveau 0. Voilà. Juste pour revenir par rapport à tout à l'heure, pour Kali Linux, quel est le meilleur du coup, une clé bootable ou VM? Comme moi, je suis assez anti-USB, j'aurais tendance à te dire VM. Il n'y a, Mais pas, tu y a peux. rien, y a rien qui change en soi. Il n'y a pas de changement. Oh, c'est mieux une VM, parce qu'au moins tu apprendras à l'installer, ça sera mieux. Ouais. C'est les clés USB avec interrupteur matériel dessus. Il y avait ça à une époque, j'en ai pu trouver à une époque. puis là, Ouais, j'en ai- t'as les clés je sais USB pas ce que vous avec en le pensez. lecteur d'empreintes, etc. Ouais, avec donc, chiffrement de firmware, enfin avec hash de firmware Ouais, ou je sais en pas fait, quoi. tu te retrouves. En fait, moins tu passes sur des devices mobiles et plus tu es sécurisé. Après, à la limite, si je pouvais avoir un petit mot de la fin, ça serait soyez comme Elliot sans aller jusqu'à l'oxycodone, mais restez Oui, paranoïaque, quoi, en fait. Ok, La sécurité, c'est une pyramide. merci beaucoup. On est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave.